great responsibility. Tonnerre de Brest. I'm not locked in here with you. You're locked in here with me. In brightest day, In blackest night. why so serious? Avengers, assemble! Bonjour à toutes et tous, nous sommes le samedi 1er novembre et vous écoutez la bande des comics. Nous allons faire pour aujourd'hui une spéciale Halloween. Ah bon? Ouais, donc Attends, je pris du matos. c'est pour ceux qui ont survécu à leur soirée d'hier et qui nous écoutent. Il y aura peut-être plus en podcast finalement. Je pense qu'il n'y aura pas trop direct. Voilà. Donc, je vous l'ai dit, une spéciale Halloween avec comme programme, tout d'abord, arrête. Il joue de la tronçonneuse. Il joue de la tronçonneuse. Oh, Chainsaw Massacre. Il arrête pas de me faire scier, David. Ah, c'est moi qui commence les mauvais jeux de mots, t'as vu aujourd'hui? C'est bien, c'est bien. Donc, une première partie sur les chroniques. Ensuite, après une première pause musicale, un dossier sur le renouveau du genre horrifique dans le 9e art. Et de façon plus large, je pense qu'on aura beaucoup à dire. Voilà, une seconde partie sur ce même dossier. Et c'est Rémi qui nous offre le quiz. Un quiz horreur, justement, on est dans le thème. Exactement. On est quand même pas mal. Hein. On suit les thèmes On est du bien, les gars. début à la fin. Qu'est-ce Il y en qu'on a est là-dedans. fort. J'ai oublié de vous les présenter, mais on les a déjà entendus. Oui. Rémi, bonjour, chers acolytes. Bonjour RD, bonjour Jay, et très heureux de vous retrouver comme toujours. Et Jay de l'autre côté, tout va bien? Tout va bien, salut, bonjour à tous nos auditeurs et auditrices. Allez, bah écoutez, on se fait un petit jingle et on attaque les chroniques. Exactement. C'est parti. Tonnerre de Brest. Si je tenais l'auteur de ce manuel. Jay, j'ai envie de te laisser l'honneur de Allez, commencer. ça marche, je te remercie. Je t'en prie. Moi, je vais vous parler de Spectrographe, qui est donc un comics qui est sorti en début d'année 2025, qui est donc dans le genre horrifique, complètement, et qui est sorti chez Delcourt, qui propose un recueil de 4 fascicules qui sont sortis au préalable aux États-Unis chez Distillery, qui est un petit éditeur indépendant assez récent. Donc je sais pas si c'est pas un des premiers titres Distillery d'ailleurs dont on vous parle dans cette émission, donc ça fait plaisir. C'est écrit par James Tynion IV, qu'on a déjà vu sur Batman et dans tout un tas d'autres titres horrifiques dont on aura l'occasion de vous parler pendant le dossier. Exactement. Et c'est dessiné et colorisé par Christian Ward, qu'on a vu sur Batman City of Madness et également sur Aquaman Andromeda et également sur d'autres œuvres, Invisible Kingdom, etc. C'est l'histoire, du coup, l'histoire va se passer dans un manoir assez étrange en Californie, dans lequel un riche propriétaire a construit une machine mystérieuse qui s'appelle le spectrographe, comme son nom l'indique. Et on va retrouver, du coup, de nos jours, une agente immobilière qui va faire une visite à des futurs acquéreurs de cette maison, de ce manoir. Et ça va pas se passer comme prévu, cette fameuse visite, comme on s'en doute. C'est un bouquin que j'ai beaucoup aimé, c'est diablement réussi, une expérience complètement immersive. Moi, j'avais lu le premier chapitre en VO au préalable, et donc je me suis dit, ok, je me lance sur la version française. Parce qu'on a notamment la fin du premier chapitre qui a une fin absolument glaçante, avec notamment une décision qui est prise par l'héroïne, qui est complètement amorale. Donc à tous ceux qui sont parents, qui ont des enfants, ça risque de vous parler. Ceux qui l'ont lu savent de quoi je parle, clairement. Ah ouais, carrément. Ouais. C'est un passage assez difficile et donc ça donne clairement envie de lire la suite et on a envie de percer le mystère de ce manoir, de savoir ce qui s'y passe exactement. On va également creuser du coup l'histoire de l'ancien propriétaire de ce manoir. Donc qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il a construit cette machine, et ça va étudier du coup tout un tas de thématiques, notamment ce qui nous motive à agir, bien évidemment l'amour, la vie, l'argent, la vie éternelle d'ailleurs, hein, ça va être aussi une des thématiques de ce bouquin. Okay. Et visuellement c'est très particulier. Alors je vais vous montrer quelques planches. Alors j'ai mis des planches, mais si tu veux en montrer, je vais en montrer quelques autres, mais vas-y. Toi si tu en montres d'autres. Alors voilà, en plus faut tourner parfois son bouquin. Donc vous voyez, le découpage il est assez original, on sort vraiment du fameux gaufrier avec du coup une mise en couleur qui est assez somptueuse, beaucoup de contrastes, notamment entre les couleurs froides et les couleurs très vives, donc notamment entre le bleu et le rouge, c'est des couleurs qu'on va retrouver en permanence dans le bouquin.
Et voilà, quand je vous parlais de découpage très très original, c'est pour le coup, voilà, le dessinateur s'amuse vraiment dans sa narration pour nous raconter son histoire. Et voilà, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et décidément, je crois que je terminerai là-dessus. Je pense que je suis vraiment très très fan des histoires qui se passent dans une maison. Hein, C'est ce que j'allais dire depuis le début. Ouais. Parce que pour le coup, je vous avais déjà parlé de Lock and Key, qui est un de mes comics préférés. Je vous ai parlé de Nice House on the Lake. Et donc, on retrouve un petit peu cet état d'esprit. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est le même auteur que Nice House on the Lake. Donc voilà, moi, je lui mettrais un bon 4,5 sur 5. D'accord. Je trouve les couleurs très pop. Oui, très flashy. Ce qui est un peu paradoxal avec le type horrifique. Où on a quand même l'habitude d'un trait plus agressif avec des couleurs, un camailleux de noir, n'est-ce pas ? Exactement. Voilà, avec un peu de rouge pour bien montrer qu'il y a du sang. Voilà, c'est sanglant aussi, hein, par passage. Ouais. Voilà, on a ce qu'il faut. Mais ça reste très très coloré. De ce que tu dis, ça ne modifie pas ta lecture ? Non, du tout. Et enfin, moi, pour le coup, j'ai vraiment accroché. Ça m'a pas du tout dérangé. Il y a notamment ce que tu disais en off, RD. Il y a une chose à laquelle j'ai pas du tout pensé, au lien avec Watchmen et notamment avec le Dr Manhattan quand il se recompose, qui se reconstitue. Je pense qu'il y a clairement un clin d'œil à ça, hein, avec ce qui se passe dans la maison. On a des personnages un petit peu étranges. Voilà. D'accord. Donc, recommandé. Voilà. Ok. Eh bien, à mon tour. Ah ben oui, à ton tour. Si vous le permettez. Moi, j'avais envie de vous parler de Warren Ellis présente Hellblazer. Alors, Hellblazer, pour ceux qui ne connaissent pas, on parle de John Constantine, donc le détective occulte. Pour vraiment résumer le... Très succinctement. Voilà, très succinctement la chose. J'ai lu d'ailleurs quelqu'un le comparer à le Mulder transféré dans une enquête de Hellboy. Ah oui, c'est à peu près ça. Je Ouais, trouvais c'est ça ça. très, C'est une belle définition. très intelligent de cette définition. Donc là, on est sur Warren Ellis qui prend le relais de Garth Ennis. Donc on est sur cette succession de scénaristes anglais qui avaient débarqué dans les années 90-2000. C'est Warren Ellis, c'est Transmétropolitane. Bah oui, évidemment. Entre autres choses. C'est un auteur réputé pour son attrait pour une violence très crue, très, très brute, mais aussi toujours avec un fondement social. Et là, on retrouve ça très bien. On a un John Constantine qui est jeté dans ce Londres post-Thatcher, vous voyez, avec cette dépression, cette misère un peu sociale. Voilà, cette misère sociale. On est vraiment en plein dedans. Et donc c'est une œuvre qui est assez courte au final, il n'y a que 11 numéros qui sont repris. Okay. La première partie, c'est une saga de 6 numéros où là, John Constantine, avec sa méthode, essaye de retrouver l'assassin d'une ex à lui. Alors voilà, ça empire de plus en plus et on sait que John Constantine a une tendance à utiliser ses amis, entre guillemets, voire même à les sacrifier pour pouvoir atteindre son but. Et la deuxième partie, c'est 5 petites pépites d'histoires courtes qui vont crescendo et qui sont très sombres. C'est pour ça que je trouve que malgré le fait qu'on ait très peu de monstres et de démons, etc. dedans, on reste dans l'horrifique. Il y a ce sentiment de difficile, d'oppression, etc. Comme je l'ai dit, on est sur une Londres sale, pervertie, rongée socialement, où au final c'est l'homme le pire des démons. Ça, c'est vraiment quelque chose de très énicien, élicien. Ça marche aussi avec élicien. Ça marche dans les deux sens. Voilà. Et on finit surtout avec cette dernière histoire courte. Elles sont toutes très dérangeantes. Hein. Il y en a une avec
un ancien dirigeant de camp japonais en Chine qui finit par vivre éternellement toutes les souffrances qu'il a fait vivre aux autres. Donc en plus le dessin est cru et assez dur. Et on finit surtout avec cette dernière histoire qui a fait le plus parler et qui s'appelle Shoot. Alors c'est une histoire qui a fait en sorte, qui a amené le départ de Warren Ellis de la série Constantine, parce que c'est une histoire qui se passe et qui traite en partie d'un massacre dans une école américaine. D'accord. Et post-Columbine, DC a refusé. Ouais, d'accord. Voilà. Ellis étant quelqu'un de très engagé, et très appuyé, très droit dans ses bottes quand il fait un truc. Voilà. Il fait pas à moitié, quoi. Non, il y a eu un gros drame et ça a entraîné son départ. Et donc, dans cette compilation, Warren Ellis présentait le Blazer, c'était la première fois qu'on pouvait le lire en France. Cette dernière histoire, Shoot. Donc du coup, ça n'a pas été accepté par l'éditeur américain, mais ça a été accepté par Urban. Ça a été accepté, c'est ressorti des années après, en fait. D'accord, okay. Au moment de la... C'est pas sorti au moment où il y a eu l'édition. D'accord. Okay. Voilà, parce que là, l'édition date de 2015. Ça, on était vraiment sur quelque chose de beaucoup plus ancien, quoi. Voilà. Les dessins, on n'est pas sur du dessin parfait, ce qui colle très bien à l'esprit lugubre et sale que veut retranscrire Ellis dans Londres. On voit qu'il aime cette ville, quoi. On voit qu'il aime cette ville, mais qu'il en ressort toute la saleté et voilà. On le retrouve dans 13 Métropolitaine, je me souviens que j'avais beaucoup aimé. Oui, j'avais beaucoup aimé. Où on voit que voilà, là, il peut faire de l'horrifique, il va traiter du social dans Transmétropolitane. Il est dans un monde futuriste, mais il traite d'un social très... tu te souviens, il y a une histoire où il est dans les bas-fonds avec les... Ouais. Voilà, et c'est exactement la même chose qui se passe là. Il y a de quoi faire des cauchemars. Je ne le mets pas dans les mains de n'importe qui. Je pense que la plupart de nos récits, là, de toute façon, aujourd'hui... Ouais, mieux pas. On fait pas une spéciale Halloween pour rien. Ah oui, j'ai envie de te dire. Donc, il faudra regarder la vidéo, hein, messieurs, dames. Je vous conseille vraiment. Et donc voilà, c'est court, ça n'a pas la puissance de certaines du run de Ennis. Qui a été D'accord. Moi, j'ai beaucoup aimé le début. J'ai lu que le début du run de Garcenis où il a le cancer au début, à force de fumer comme un pompier et de boire du whisky. Là, Ellis le rend extrêmement désabusé du monde et des hommes. Il pourrait très bien s'en détacher le personnage de Constantine pourrait très bien se détacher. Des fois, tu as l'impression qu'il cherche plus la compagnie de monstres que de la compagnie des humains, quoi. Voilà, okay. Donc c'est... La première partie, la première saga est quelque chose où il montre les sentiments de Constantine, ce qui a très peu été montré dans le run précédent. Et après, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus horrifique et plus dérangeant. Mais vraiment, je conseille. Il faut avoir un Hellblazers dans sa collection de toute façon. Et celui-là est pas mal. Toute la collection, apparemment, est ultra qualitative. Il y en a parce que Simon Spurrier présente. Enfin voilà, il y en a. Parce que moi, je sais que j'ai montré une slide sur les différents scénaristes qui ont fait des runs. Est-ce que tout est de qualité, on va dire, ou j'ai pas tout lu, mais il se dit que tout est bon. Ouais. D'accord. Moi, j'ai les Ennis, j'ai les Ellis, j'ai les Spurrier, ouais. Il y a juste le Alvarado, le troisième, dont je me souviens plus. Il y a Azzarello. Voilà. Celui-là, l'américain. Mais en même temps, c'est bizarre. Pour le coup, Constantine écrit par un américain, alors que les autres sont tous britanniques. Ouais. C'est ça. Donc, mais les autres, je les ai dévorés. Ça reste toujours un de mes personnages. C'est l'anti-héros vraiment de DC, et il mérite plus de reconnaissance. Ouais. Ok. Voilà. Nickel. Cher Rémi, fais-nous peur. Je vais vous faire peur. Alors, attends, je prends ma respiration. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une BD
ou d'un roman graphique qui s'appelle La source de nos peurs. C'est édité chez Antipode, un éditeur suisse. C'est écrit par Nicolas Dimeo. Ça sonne comme Eric Dimeco, mais ça n'a absolument rien à voir. Et Elia Alouaï au dessin. Alors vous avez vu que je me rapproche doucement des paradis fiscaux. J'ai fait Monaco, maintenant je fais la Suisse. Je vais voir dans les îles Caïmans s'il n'y a pas de la BD à parler à tout hasard, on ne sait jamais. Alors pourquoi vous parlez d'une BD qui est sortie il y a 3 ans ? Eh bien tout simplement parce que la suite Motel Scarlet arrive dans approximativement 90 premiers ministres. 90 jours, enfin ouais, c'est équivalent, 90 jours, 90 premiers ministres à peu près, c'est ça quoi. Dans un orphelinat, le corps d'une jeune fille a été retrouvé. Il serait question de maltraitance et d'expériences macabres sur des enfants. Une personne est appelée sur place pour enquêter et découvrir la vérité sur ce qu'il s'est passé. Non, François, reste tranquille, c'est pas toi, parce que lui, il a entendu enfant, maltraité, silence, il s'est dit c'est moi, et on parle de moi. Non, alors que c'est absolument pas toi. Reste tranquille, c'est bon, tu peux continuer à faire ce que tu faisais, rien du tout. La BD, le roman graphique, a été réalisé avec la technique dite de la carte à gratter, tout en hachure et en noir et blanc. Si vous voyez des planches, c'est extrêmement impressionnant. On ressent vraiment le malaise et l'oppression pendant la lecture. Alors, tu veux... Je vais faire ton boulot, Brune. Alors, et la grande particularité, c'est qu'il y a du contenu en ligne grâce à une application gratuite. Donc, c'est expliqué au début. Vous la téléchargez, vous scannez les pages qui ont le picto d'une cassette ou des lunettes. Et sur le téléphone s'affichent soit des éléments graphiques qui sortent des pages. On peut même zoomer parce qu'à un moment, sur un fauteuil, il y a un mot qui est laissé. On peut vraiment, avec le téléphone, zoomer pour voir ce qui est écrit. C'est très, très bien fait. Et alors, quand tu as des fois, comme des lunettes qui apparaissent, en fait, et il y a du contenu audio qui reprend la narration type podcast avec musique et bruitage, genre faites entrer l'accusé, tu vois, un truc qui se met bien dans l'ambiance quoi. Alors perso, moi j'ai essayé de le lire à 23h, mais je déconseille, vraiment. Surtout si le minot il est après à côté de toi, il dit j'arrive pas à dormir. Là tu fais un bon, ouais tu fais un bon, mais moi maintenant je peux plus dormir, tu vois. Donc moi je vous conseillerais plutôt de lire à 14h, tu vois, en pleine lumière avec les volets ouverts. Voilà, c'est un petit conseil tuto. L'application, donc c'est très réussi et ce que j'aime dans cette BD ou dans ce roman graphique, c'est qu'elle repousse le concept de bande dessinée encore plus loin. Les auteurs réussissent à mélanger la BD et le multimédia, le transmédia comme on disait en off. L'application permet d'accéder à un teaser de la suite, Motel Scarlet, qui arrive donc en janvier 2026. C'est une lecture tout indiquée pour passer un Halloween terrifiant à souhait. Bravo aux auteurs et bravo à l'éditeur qui a accepté de publier ce pari fou et vivement la suite. Pour rappel donc, La source de nos peurs de Nicolas Dimeo et Elia Alouaï chez Antipode. C'est une lecture atypique qui vaut vraiment le détour. Et ouais. Voilà. Okay. Tout est fait sur page noire, en fait. Tout est fait sur page noire. Alors, les dessins, tu vois, c'est style hachure. Ouais, c'est ça. Mais donc, voilà, ça reprend la technique. C'est comme quand tu as une page noire et tu as les dessinateurs qui viennent gratter la page. Donc, ça donne pas des dessins... c'est pas beau, mais c'est très dérangeant parce que, tu vois, là, tu montres les visages. Ça fait comme des masques un peu mortuaires. Après, il y a beaucoup de textes. C'est en ça où je dis que on parle de plus roman graphique parce qu'il y a beaucoup de lectures et c'est pas une bande dessinée à proprement parler, on pourrait dire que c'est un livre illustré. Mais voilà, le fait d'avoir ce contenu multimédia qui vient agrémenter la lecture. Alors moi, je l'ai lu une première fois sans, et je l'ai relu la deuxième fois avec l'application, et du coup, il y a vraiment un plus qui s'ajoute à la lecture. Moi, je trouve ça super original et c'est une bonne idée à mettre en avant. C'est un peu le principe qu'avait repris Dave McKean sur Arkham Asylum de Grant Morrison, où il grattait aussi. Il y a des endroits, tu sentais, ou au Department of Truth, par exemple, récemment, où ils utilisent le fait de gratter des visages, d'enlever des preuves, entre guillemets, des choses qu'on peut croire. Ouais. Et ils le grattent, tu sens que ça a vraiment été travaillé comme ça, en tout cas. Mais c'est cette dimension, tu vois, de dépasser, tu vois, la BD et de faire participer le lecteur ou d'avoir un truc de réflexion, des énigmes. Enfin, je sais que je trouve ça très, très prenant et je trouve que c'est une plutôt bonne idée. C'est quoi ? C'est un journal c'est un journal d'un personnage qui écrit tout le long ? En fait, vraiment... non, il raconte. C'est vraiment un narrateur. D'accord. Mais t'as du contenu, genre, tu vois,
pas un testament, mais un document de vente. Ouais, un truc signé. Donc, tu vois, tu as du contenu un peu comme ça qui, des fois, je comprends, ça peut des fois un peu alourdir la lecture parce que on sait dans la BD, tu as envie d'avoir un fil, tu vois, une fluidité. C'est vrai. Donc, ne le prenez pas ça pour une BD, mais par contre, l'expérience de lecture, je pense qu'elle peut être faite si vous avez envie de trouver des choses assez originales. Il faut juste le faire à la lumière parce que c'est quand même très très sombre. C'est et sombre. des fois, on voit pas vraiment ce qu'il en est. Man, you come right out of a comic book. On est de retour dans la bande des comics pour cette émission spéciale Halloween. Nous allons entrer dans le vif du sujet de notre dossier qui est le renouveau du genre horrifique dans le 9e art. Jay, tu voulais nous présenter un peu ce dossier pour dire un peu de quoi on va parler quand même. Exactement, avant de parler de renouveau, on va parler d'où ça vient quand même. Ouais. À savoir que c'est apparu du coup après la Deuxième Guerre mondiale, après-guerre, donc dans les années 40 aux États-Unis. Je ferai une toute petite parenthèse, je pense, sur le Japon, du coup sur le manga et sur la BD européenne. Mais pour le coup, la majeure partie de l'histoire de la BD horrifique, c'est essentiellement les États-Unis. D'ailleurs, quand on cherche un petit peu des infos là-dessus, ça se passe surtout là-bas au départ en tout cas. Dans les années 40, c'était d'abord des adaptations de classiques de la littérature, Frankenstein, donc adapté de Mary Shelley, ou Dr. Jekyll, Mr. Hyde, etc. Et les premiers véritables comics d'horreur, les premières créations originales, c'est arrivé au début des années 50, notamment avec un éditeur qui s'appelait EC Comics, donc EC, les lettres EC pour Educational Comics. Voilà, des comics éducatifs, tout à fait, qui ont été créés par un monsieur qui s'appelait William Gaines, dont le père avait été éditeur chez DC Comics, notamment sur Superman, sur les premières aventures de Superman, et tout un tas d'autres personnages. Et donc lui, il va donner un tournant complètement différent à la collection d'Educational Comics, en sortant donc des comics d'horreur, et notamment avec Tales from the Crypt, les contes de la crypte, qui ont été adaptés en série télé un petit peu plus tard, et avec tout un tas d'histoires qui étaient souvent des histoires anthologiques d'ailleurs, avec des personnages qu'on retrouvait pas nécessairement d'un numéro à l'autre. Et son élan a été freiné au début des années 50, en 1954 exactement, par le Comics Code Authority, qui est donc la censure américaine, qui est arrivée pour dire que non, il fallait pas que nos jeunes têtes blondes lisent ça. C'était pas bien. Et donc, à la suite de ça, on a un autre éditeur qui s'appelle Warren Publishing, qui a inventé en 57, qui a sorti 2 séries notamment, Eerie et Creepy, et puis un petit peu plus tard Vampirella. Voilà, encore un personnage assez connu qui continue à être publié aujourd'hui, et notamment en publiant dans un magazine en noir et blanc, de telle façon à ce qu'il ne soit pas soumis au Comics Code Authority. Ils ont trouvé une façon de le détourner. Voilà, c'était un peu moins... Ça s'appliquait qu'aux couleurs ? Entre autres, c'était une façon de le détourner. D'accord. Effectivement, ça s'appliquait sur les publications comics standards, on va dire. Aux États-Unis. Le comics d'horreur ne s'est pas arrêté là, malgré le Comics Code Authority. Et dans les années 70, on a eu un retour en force, notamment chez DC et chez Marvel, avec notamment The Tomb of Dracula. Et un petit peu plus tard, dans les années 80, Swamp Thing, dont on vous a déjà parlé dans cette émission, par le grand Alan Moore, From Hell également, qui va reprendre du coup le mythe de Jack l'Éventreur. Exactement. Ouais. Et un petit peu plus tard, on verra le retour en force du comics horrifique, avec notamment Walking Dead, qui est le succès interplanétaire, et la série qui va suivre. Donc ça, c'est un peu plus tard, dans les années 2000, avec Kirkman. Donc... une histoire qui est quand même assez longue, qui est quand même assez datée, et qui va nous amener à la génération actuelle, dont on va parler du coup dans cette émission, parce qu'on a vraiment un renouveau, on a énormément de séries qui vendent beaucoup, qui font partie des meilleurs vendeurs actuellement en comics, aux États-Unis comme en Europe, et également les fameux Universal Monsters, qui étaient des personnages de cinéma au départ, et qui reviennent en force, là, des années après, en comics, avec les auteurs stars du marché. Voilà, j'en ai terminé pour cette petite présentation. Très belle présentation. Très très bien. Je voulais prendre un petit peu votre avis sur ce que vous avez pu voir passer récemment, en tout cas, qui ferait dire qu'on a un petit renouveau de ce comics horrifique. Ou de la BD horrifique. Comme je vous en avais parlé, je trouve qu'on a un retour de l'horrifique, mais sur un angle plus comique. Je trouve qu'on par exemple, Ash versus Evil Dead, qui a été, les Evil Dead ont été les premiers horrifiques comiques en termes de films, par exemple. On sait qu'ils ont sorti des BD récemment en lien avec ça. J'ai envie de dire aussi Happy, qui pourtant... Tu le mettrais là-dedans, du coup ? Ouais, mais tu vois, on revient sur une horreur de ce que j'expliquais avec, par exemple, le Hellblazer, cette horreur qui est plus insidieuse
que le jump que tu peux avoir, tu vois. Parce que en BD, t'as pas cet effet jump. Oui, moi, beaucoup moins. J'ai rarement tourné une page. Voilà. On en avait parlé, effectivement. Donc je trouve qu'il y a ça. Et puis il y a aussi le fait que tu vois plus d'horreur maintenant dans les documentaires. Que tu peux voir en allumant la télé que dans les bouquins. Donc il faut choisir entre soit faire pire avec du gore, du vraiment gore, du très 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 violent, ou du plus drôle ou plus fantastique. Voilà. Moi je trouve on vient un peu sur cette optique-là, tout en restant sur... Donc un détournement un peu du genre horrifique avec ce... Oui, pour se démarquer, quoi. Je trouve que la volonté de se démarquer est là. Moi, alors, ce que j'ai remarqué en librairie, c'est qu'il y a une grosse une prédominance, on va dire, des Universal Monsters dont tu parlais, et je trouve qu'il y a eu beaucoup d'adaptations de Dracula, de Frankenstein, ça je sais que chez Glénat qui en a fait quelques-unes, et je trouve que, alors je sais pas si c'est tombé dans le domaine public, voilà, ceci explique cela, du coup, parce que je sais que chez Urban ils ont sorti Frankenstein et Dracula. Chez Glénat, c'est Georges Bess qui fait des grands formats, tout en noir et blanc, mais ce que j'appelle pur, vraiment, c'est du dessin imaginé en noir et blanc, qui sont hyper jolis. Et je trouve que ça participe aussi à faire revenir sur le devant de la scène ces personnages qui sont peut-être un peu surannés, tu vois, un peu démodés, pour les remettre dans les mains des nouveaux lecteurs. Ça permet aussi à des auteurs de se les approprier. Je vois là, il y a un Jekyll et Mr. Hyde qui est sorti aussi chez Glénat. En plus, je pense que la stratégie commerciale est aussi d'uniformiser les couvertures, de donner ça à un même auteur, si tu veux, pour avoir une espèce de run, on va dire, tu vois, un même auteur qui va reprendre les Frankenstein, Dracula et Jekyll, pour avoir aussi une uniformité, pour qu'il y ait un peu l'aspect série, mais sans avoir ces histoires qui se poursuivent. Voilà, donc moi, c'est ce que je remarque en librairie à chaque fois. Limite, chaque mois, tu as ta petite bande dessinée sur Dracula qui est adaptée de l'un ou l'autre. Donc ça participe aussi à remettre sur le devant de la scène le style horrifique qui, des fois, peut être un peu mal passé en bande dessinée. Je parle en bande dessinée comics, manga. Mais voilà, qui est peut-être un peu mieux chez le manga. Un peu plus développé chez le manga. Vraiment qu'en franco-belge, on a là peut-être quasiment pas. Le comics, on sait que c'est une histoire qui date un peu plus longtemps avec le Dracula chez Marvel. Donc voilà, donc c'est ce que je remarque. Toujours des belles éditions plutôt soignées qui s'adressent à un public évidemment de 40 de quadra quinca. Et qui revient aussi sur au plus proche des bouquins. Parce que souvent, les choses ont été édulcorées, mais ça c'est habituel. Tu prends les contes de Grimm par exemple. T'as de quoi flipper alors que tu regardes dans ce que tu peux voir comme bouquin. Notamment chez Disney. Voilà. Où c'est très particulier, quoi. Ouais, tout à fait. Alors, sur les Universal Monsters, l'histoire des droits, j'ai cherché un petit peu. C'est pas tout à fait vrai, le fait que ce soit tombé dans le domaine public. En fait, pas encore. Parce que les règles de domaine public sont pas les mêmes aux États-Unis et en France. En fait, il y a une notion de 95 ans après la fin de la publication de la première œuvre. Donc, en gros, Universal Monsters, ça a commencé dans les années 20. Donc, on va y arriver. Bientôt, voilà, très bientôt. Je voyais, il y en a qui parlaient de 2027, 2028. Et en plus, tu es obligé d'utiliser l'itération originelle, en fait. C'est-à-dire, pas tout ce qui a été rajouté. Typiquement, alors ça vous parlera peut-être plus sur Batman, en fait, tu peux pas utiliser des personnages qui sont arrivés après, tu peux pas utiliser la Batmobile vu qu'elle était pas au tout début. Ah, ok, ouais. Tu peux utiliser vraiment le matériau d'origine. Voilà, comme Superman, par exemple, qui volait pas au début, qui faisait des bons, en fait, tu pourras utiliser, quand il va rentrer dans le domaine public, uniquement cette itération-là et pas nécessairement l'itération complète telle qu'on la connaît, comme elle a été retravaillée. Comme le Mickey, par exemple. Ouais. Le Mickey, à l'heure actuelle, tu peux utiliser que celui du tout premier Mickey qui est sur le bateau. Ouais, d'accord. Voilà. La version bâton. Lui, il est tombé dans le domaine public et voilà. Pardon, excuse-moi. Non, mais il n'y a pas de souci. Et bon, enfin, en tout cas, autour de ces différents auteurs qui ont repris, notamment, qui bossent sur la créature du lac noir, ce genre de choses qu'on retrouve actuellement chez Urban, tu parlais de Glénat aussi, on va avoir toute cette vague de nouveaux auteurs qui ont fait suite justement à Kirkman, qui était sur Walking Dead ou qui était sur Marvel Zombies, par exemple, ou Joe Hill, le fils de Stephen King, qui était sur Lock and Key, Basket Full of Head, Plunge, etc. Et donc, on va avoir toute une nouvelle génération, notamment depuis les années 2010, avec James Tynion IV, du coup, qui fait partie de ces équipes créatives
narrative, et qui nous propose régulièrement, alors lui il en sort en plus par palette, il est ultra créatif, Nice House on the Lake qui est au petit passage un succès incroyable au niveau des ventes, ils ont dépassé les 150 000 exemplaires des 3 tomes. Donc en France c'est assez rare pour le souligner. Bon, il a été primé à Angoulême, il est suffisamment mis en lumière pour qu'on en reparle ici. Something is Killing the Children, Department of Truth, World Tree, Le Déviant que j'ai lu également il y a pas très longtemps là, qui est un conte de Noël avec un tueur en série. Le mec il ne s'arrête pas quoi. C'est pas lui qui a fait Derrière la porte. Si, dans les derniers là. Voilà, ça c'est dernier. moi j'ai lu celui-là avec un dessin qui ressemble étrangement à Paul Azaceta. Qui est un dessinateur espagnol, je crois, et qui avait dessiné Outcast, scénarisé par Kirkman. Moi, je trouve que alors déjà, moi, je suis archi fan du format graphique d'Urban. Ouais. En fait, on n'est pas sur le format petit comics, c'est un peu plus grand que ça, je crois. Ouais. Mais du coup, je trouve que voilà, les planches sont quand même bien présentées. En plus, c'est aéré, tu vois, tu as quelques cases par planche. C'est pas du franco-belge où c'est hyper compressé. 16, ouais. Donc, je trouve, moi, ça aussi, je trouve que ça participe, tu vois, à avoir des belles bandes dessinées sur le genre horrifique. Et en plus, je sais plus. Oui, c'est vrai que je disais que c'était une petite pagination. Tu vois, derrière la porte, c'est 100 pages. Mais du coup, l'expérience de lecture est belle parce que le format est grand, les planches sont adaptées pour. Et je trouve que finalement, la pilule passe bien. Puis la notion de one shot, quoi. Aussi, exactement aussi. Et puis quand ils reprennent les auteurs, les anciens auteurs comme ça, c'est souvent des nouvelles aussi. On n'est pas sur des romans, à part le Frankenstein et trucs comme ça. Par exemple, j'ai en tête, je me souviens plus comment ça s'appelait, où ils avaient sorti des recueils de nouvelles de Edgar Poe. Voilà, ça aussi, ça a été pendant un temps. Je trouve, on parlait plus de Poe que des monstres, de ces monstres-là mythiques, antiques. Je sais pas comment tu peux les appeler. Voilà. Quoi. Man, you come right out of a comic book. Un petit moment de douceur qui fait du bien. Quoi Comment ? Vous êtes de retour dans la bande des comics, émission spéciale Halloween. Nous allons attaquer la seconde partie de notre dossier, le renouveau du genre horrifique dans le 9e art. Badji, est-ce que tu peux continuer cette intéressante... effectivement, on n'avait pas parlé de manga, ou assez peu en tout cas, et de BD franco-belge, là aussi. Il y a un incontournable qui sévit depuis la fin des années 90, c'est Junji Ito, qui a eu également son expo à Angoulême, donc personnage fort en tout cas du manga horrifique. À l'époque, il avait sorti Spiral en 98, plus récemment Soichi, Frankenstein également, le monsieur est venu dessus. On en revient souvent quand même aux Universal Monsters, ou en tout cas aux personnages de la littérature également, les monstres sacrés, on peut dire. Oui, alors c'est très bien, je valide. Et on peut avoir aussi les adaptations avec par exemple Lovecraft, tout le mythe de H.P. Lovecraft, qui est repris notamment par Gutanabe dans une édition qui est relativement récente, maintenant commence à dater un petit peu, ou dans le shonen aussi, Tokyo Ghoul, et tu nous parlais tout à l'heure en off également des apparitions d'éléments horrifiques dans certains shonen. On peut parler de Dandadan par exemple. De Dandadan, oui, où justement les personnages ont cette peur des fantômes, mais les Japonais reprennent souvent leur légende propre. C'est comme tu dis, à part Ito, j'ai pas souvenance de beaucoup de mangas que j'aurais pu voir qui reprenaient cette littérature européenne. Je peux me tromper, j'avoue que là j'ai pas assez de connaissances, mais ils ont quand même énormément de légendes urbaines, de légendes. Il y a un folklore aussi. Le folklore. Je cherchais le terme. Merci. Ils servent de ça, quoi. Voilà. Avec les yokai, avec tout ce truc-là. Oui, et ils détournent ça. Il y a maintenant des séries où tu vois c'est les yokai qui sont les gentils et qui essayent de se mêler aux humains. On en revient toujours à la même chose. De toute façon, c'est des parallèles. Les monstres sont des parallèles aux sentiments et aux émotions humaines. Ça permet de transmettre ça. Donc, comme je te disais en dehors, pour moi, le genre horrifique a besoin d'être cathartique. Donc, forcément, les gens viennent à ça pour
pour évacuer, se lâcher, et t'apprécies. Comme certains n'apprécient pas le gore pour ça, d'autres ont besoin, besoin. C'est des flours, voilà, pour pas le faire dans la réalité. Non mais oui. c'est toute l'idée. Donc, je pense qu'en manga, il reste quand même sur une vision horrifique qui est plus insulaire et vraiment propre à l'Asie. Voilà, mais en franco-belge, j'avoue que je ne connais pas. Franco-belge, c'est un petit peu plus Par léger. contre, je rebondis juste sur Junji Ito. Alors moi, Junji Ito, je suis absolument pas client, quoi. Autant je vais être plus de Gutanabe, parce que je trouve qu'il y a un folklore, il y a des créatures, et je trouve que l'édition est superbe. Moi, Junji Ito, j'ai l'impression que en fait, il a des scènes d'horreur et par-dessus, il bricole une histoire. J'ai jamais vraiment lu, mais je trouve que à la fin, si tu veux, ça devient un peu plombant. Là où Gutanabe, dans ses adaptations de Lovecraft, tu as quand même un climat qui s'installe et tu vois, l'horreur c'est plus lyrique, vient poindre à certains moments. Junji Ito, tu as l'impression que c'est gratuit et que c'est juste un déballage. Donc, moi, je sais que. C'est du gênant. Ouais, et en fait, à la longue, ça devient un peu pénible. Donc, je vais être plus sur du Gutanabe à choisir. Après, voilà, sur du franco-belge. Pour trouver de l'horreur franco-belge. Il n'y en a pas beaucoup, effectivement. Alors, pour le coup, quand j'ai fait la recherche, on peut retrouver des fois dans Métal Hurlant, en fait, comme c'est de la science-fiction et du fantastique, il peut y avoir des portes ouvertes sur ce genre-là. Et après, effectivement, en indépendant, on va retrouver chez le Label 619, ils ont une anthologie avec Law Reader, qui est une anthologie horrifique, pour le coup, avec tout un tas d'auteurs qui succèdent sur des histoires courtes. D'ailleurs, c'est les mêmes auteurs qu'on retrouve sur Jaune, dont je vous ai parlé il y a un petit moment de ça. Qui lui est un slasher. C'est un slasher, c'est un genre, une frange de l'horreur en tout cas qui est un petit peu à part et voilà, qui a été lancé par Scream et tous ces films, et un petit peu avant d'ailleurs Halloween, vendredi 13. Mais il y en avait eu chez Urban qui s'appelait Severed. Ouais. Ça avait été scénarisé par pas Charles, j'ai plus le nom, pas Charles Soule, mais Scott Snyder. Ah oui. Il y a eu quelques tentatives de comics d'aller un peu chercher dans ce genre de horrifique du slasher qui est aussi propre, qui a ses codes, etc. Qui moi m'a pas déplu sur ponctuellement. Après je dis pas que je vais lire que ça, par contre, parce qu'après tu tournes un peu en rond. Il y avait eu Le Secret qui avait été publié chez Urban aussi, donc voilà, il y a eu quelques tentatives, et là j'ai l'impression que ça revient un petit peu avec chez Urban, aussi, mais chez d'autres éditeurs, où on essaie de trouver d'autres thèmes que juste le mec déguisé qui vient assassiner une bande d'adolescents, quoi. Oui, le Déviant, c'est ça, par contre. Tu vois, il n'y a pas tous les codes du slasher, il n'y a pas la bande d'ados, etc., mais ça reste quand même avec un tueur très identifié, etc., qui va... Oui, après, pour faire le parallèle, tu vois, dans les séries, il y a de plus en plus de séries qui reprennent des histoires vraies de tueurs. Il y a aussi cette inclinaison-là. Dahmer et autres. Oui, voilà. Donc, ils sont obligés de trouver un autre axe parce que les gens, ils l'ont à la télé. Ils vont pas forcément le lire. C'est déjà beaucoup. En franco-belge, pardon, excuse-moi, vas-y. Il y avait La Brigade des Cauchemars. Alors, pour le coup, on n'est pas sur de l'horreur pure et dure, c'est de la jeunesse. Mais pour le coup, qui est écrit par Franck Tillier, qui est donc un romancier qui est plus sur le polar au départ, qui est avec Young-Guy Dumont et avec Drac, et qui a fait une série qui est excellente, où les gamins vont enlever justement les mauvaises pensées qui sont dans les cauchemars. Ils ont trouvé un moyen avec une machine de rentrer dans les cauchemars de leurs copains et les sauver du coup de leur phobie. Et franchement, c'est excellent. C'est très très bien écrit. Et pour le coup, il y a 8 tomes qui sont sortis. Et franchement, je le recommande. Et pour le coup, c'est de la jeunesse, mais il y a un petit lien avec l'horreur. Un petit côté horrifique, Mais tout est dans la définition d'horrifique. Oui, c'est ça. Et moi, c'est vrai, pour rebondir sur le comics, mais moi, celui que j'ai adoré, c'est Killer Smile d'Andrea Sorrentino et Jeff Lemire. Où là, on prend En fait, je pense qu'ils se sont servis de tout ce qu'ils ont créé avec Gideon Falls, qui est là aussi une série pas spécialement horrifique, quoique il y a quand même des éléments. Des enfants, des avec la grange. C'est avec la grange et des trucs des enfants qui ont disparu. C'est sur 2 dimensions, etc. Et je trouve que Killer Smile, en plus avec le dessin de Sorrentino, qui je trouve c'est fabuleux, et il y a aussi une dimension psychologique avec le Joker, mais pas que, il y a beaucoup de choses, et c'est un comics que j'aime beaucoup, parce que justement on sort un petit peu du côté tu vois, Batman qui va courir après le Joker. Je trouve ça bien aussi, c'est ce que je disais des fois dans d'autres émissions, que quand on enlève Batman, d'un coup t'as des personnages qui se révèlent et on peut les utiliser à leur plein potentiel. Et là, je trouve que sur Killer Smile, c'est vraiment le cas. Ouais. Une référence aussi en termes de comics, c'est Sandman.
Voilà, on est dans l'univers des rêves et donc forcément des cauchemars. Ouais. Et des fois, ça peut être La fantaisie très- part sur très l'horrifique sombre comme ça, voilà. régulièrement. T'as des choses comme Preacher aussi où ça peut être très 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 horrifique, très très dérangeant. Mais on n'est plus sur du jump, mais sur du malaise plus ou moins continu, quoi. Plus ou moins dosé, ouais. Ouais. Et en série, du coup, récemment, on a eu Marvel Zombies avec ces 4 épisodes qui sont sortis. Vous l'avez vu? Vous avez jeté un coup d'œil? J'en étais sûr. Oui, le jour même, j'ai envie de te dire. Toi, Rémi, non, tu l'as pas Non, vu? pas encore vu. Je savais Ouais. même pas que c'était déjà sorti. Donc, et alors, qu'est-ce que ça vaut? C'est très bien. Ah ouais, moi, j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai Ouais. bien aimé. Le moteur graphique est le même que tous les What If et tout ça, donc ça. voilà, visuellement c'est pas incroyable, mais l'histoire est bien, enfin ça se tient bien les 4 Et épisodes. Ouais. Voilà, c'est 4 épisodes. Ouais. Comme, C'est dans la suite de ce qui était montré dans les What If. Ouais, exactement. Ah, d'accord. Donc ça, c'est bien. Il y avait un épisode ou deux dans What If qui était basé sur le monde zombie, un dans la première saison, un dans la seconde saison, et ils ont enchaîné là-dessus. Alors c'est très frustrant qu'il y en ait 4, franchement. Ah ouais. Ah ouais, il y a matière à faire plus, surtout que tous les personnages sont à redécouvrir. Mais oui, Marvel Zombie, j'ai beaucoup aimé. Et c'est pour quel public? Plutôt grand parce que Ouais. c'est quand même assez gore. Ouais. Ouais, 14-16, Ouais, facile. Ah oui, quand même, ouais. Ah oui, c'est ok. très gore. Non, Ça y ils va. n'ont pas fait semblant. Ils ont clairement pas fait semblant. Il y a eu Créature Commando aussi. Oui, où il y a la fiancée de Frankenstein d'ailleurs. Voilà. On revient sur les classiques. On en revient là-dessus. Hellboy, Oui. qui croise souvent des créatures mythiques ou du folklore. Et vu qu'on parle d'Hellboy, Kirkman avait fait un Dracula. Aussi qui est sorti enfin chez Delcourt, alors qui malheureusement est plus trop disponible, donc si vous l'avez, gardez-le précieusement, mais encore une fois on revient sur ces auteurs qui s'approprient ces créatures légendaires. Alors je l'ai pas lu, mais c'est vrai que c'est l'adaptation du film de Coppola, mais je me dis c'est bien aussi que des auteurs s'approprient ces créatures assez célèbres. Ouais. Il y en a un que j'aime beaucoup, que j'ai découvert récemment. Merci la médiathèque. C'est American Vampire de Snyder pour le coup, et c'est une de ses premières œuvres en indé avant qu'il passe sur Batman. Et franchement, le mythe du vampire américain, avec du coup, il est différent des vampires européens. C'est très bien trouvé, l'histoire se tient bien et vraiment super agréable à lire. J'ai fait le tome 1 là, je vais continuer avec grand plaisir. Et je crois qu'ils avaient lancé un American Vampire 1970. T'as des spin-offs en fait. Ouais, des spin-offs, c'était dessiné par Albuquerque. Là c'est le cas. C'est déjà notre ami Raphaël Albuquerque qui a fait. Il était sur La Nuit de la Goule, c'était lui du coup avec Snyder ou pas? Non, c'était pas lui. Non, c'était Frank Avila. C'était Frank Avila, c'est ça qu'on aime beaucoup aussi. Ouais. Mais ouais, le dessin, enfin le type est très très fort. Oui, je trouve que son dessin, convient très bien, mais je trouve ça bien aussi de développer le personnage de vampire. Il y a une BD qui est sortie qui s'appelle le voleur d'amour, sorti chez Glénat, et en fait tu as donc cette notion du vampire, mais plus tourné du côté relation amoureuse, plus que l'autre qui va venir bouffer et croquer ses pauvres victimes, quoi. Oui. Vous aviez regardé, juste après on arrête ça, mais le dernier en fait film de Hellboy, The Crooked Man. Non, du tout. Non. Ouais. Qui était un peu moins de moyens. Pour le coup, c'est presque, on dirait presque un film indé. Et honnêtement, celui-là il fait flipper. Hein. Ah oui. Ah, on est vraiment sur de Hellboy pur et dur, quoi. Pur et dur, horrifique. Il y a vraiment des choses qui font flipper, et j'ai trouvé que c'était une très belle réinterprétation d'Hellboy. On n'est plus sur quelque chose comme Guillermo del Toro, je parle même pas de l'autre, après il n'existe pas. Celui avec David Harbour. Mais celui-là, vraiment, vaut le coup, mais ne le regardez pas dans le noir. Non, tu regardes en pleine journée, tu ouvres bien les rideaux, et parce qu'il y a de la sorcellerie, de la magie noire, et c'est très 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 prenant, des petits sons qui arrivent à droite, à gauche, des codes du film horrifique, plus les codes de l'histoire de Hellboy, quoi. Ok. On a pas mal discuté, on pourrait en dire encore pas mal, mais je trouve que c'était déjà très intéressant. Exactement, messieurs. on a bien balayé. Exactement. Alors, on va passer un peu plus de détente, c'est-à-dire on va finir en beauté par le quiz. Il est à l'endroit ou à l'envers, le tien? Non, lui il est à l'endroit. Mais je pourrais poser des questions à l'envers, tiens. Ah, d'accord. On va Prochaine fois. entendre des trucs. Donc, un petit jingle et le quiz de Rémi. Une énigme pour Batman. La résoudras-tu?
Allez, un petit quiz pour finir cette émission Halloween. Et on va faire donc un quiz Halloween. On va commencer avec quelques questions manga. Quel mangaka a adapté l'histoire de Lovecraft en manga? Gutanabe. C'est Gutanabe, exactement. On a déjà répondu à la moitié. Non, je sais pas. Ouais, mais je pense qu'il y a beaucoup de questions auxquelles on a déjà répondu, malheureusement. C'est parce qu'on est tellement Si on intelligent. a bien écouté. Ah, oui. Quel célèbre monstre a été adapté par Genji Ito? On l'a dit. Frankenstein. C'est Frankenstein, bien Ouais. entendu, mais oui. Ouais. Et pour terminer ces questions manga, un peu plus compliquées. T'es arrivé à en faire 3. Ouais. Il y en a Félicitations. pas, il y en a plus. Sur la couverture du manga Parasite, sur Ouais. quel doigt se trouve un œil? Sur l'annulaire. Ça, c'est pas Ouais, l'annulaire. c'est pas l'annulaire. Allez, je donne le point. Mais c'est l'index. Il a dit. Il a du mal avec la représentation du corps. Tu sais, c'est comme les trucs où t'as écrit jaune, mais c'est coloré en C'est bleu. ça, il faut faut savoir. dire non en faire non en disant oui. Oui. Allez, on passe un petit peu sur la BD. J'ai là aussi du mal à en trouver. Sur la couverture de Hercule Poirot, le crime d'Halloween, l'ombre de quel fruit se transforme en citrouille? Une pomme. Une pomme. Bon, Tout par simplement. hasard, par hasard. Bon. Ah bah écoute, au hasard, En des même fois temps, ça tu passe partais bien. d'une banane. Chaud. Ça aurait été un peu compliqué. Chaud. Et on va finir avec de nombreuses questions comics. Qui a dessiné le comics Dracula d'après le film de Coppola? Il l'a dit tout à l'heure. Hein. Je l'ai plus, mais c'est pas Frank Avila, c'est non, Albuquerque. L'autre. Non, c'est pas ça. Non, On a qui a parlé d'Hellboy. dessiné Si on a parlé d'Hellboy. Mignola. C'est oui. Mignola. Mike Mais Mignola. oui, exactement. Et vu qu'on parle de Mike Mignola, je m'étais noté la transition exprès. Ah, c'est beau. Avec quel personnage de DC Comics Hellboy fait-il un crossover? Ah, il y a deux personnages. Batman. Oui, Ouais, Constantine. Baiser, non. et non. Non. Un personnage un peu plus confidentiel par rapport aux oui. étoiles. Starman. C'est Starman, bien joué. Starman, Allez, je vous donne un ouais. point chacun. Ouais, Tiens. pour le coup, vraiment obscur. Alors là, ouais. Ouais. C'est un petit truc, un sémique qui était sorti Ah oui. et je crois que je l'ai revendu comme une brêle. Bref. Ouais. Sur la couverture du premier numéro de Un long Halloween, quel animal apparaît? Un chat. Un chat. Bien vu. Bien joué. Ah ouais, non, je l'avais. Très bien. En plus, il imite super bien le chat. Il Il imite fait super les bien le sons chat. et Où se déroule le thriller horrifique Blood Moon, sorti chez le label 619? Sur la Lune. Sur la Lune. Tout simplement. Bah oui. Ils sont pas allés chercher bien loin, les collègues. Comment s'appelle l'héroïne de Something is Killing the Children? Erika. Erika. Et est-ce que si tu me sors son nom de famille? Slaughter. Slaughter. Bon, alors ça, c'est petite J'ai fait appréciation. Tanyan en Ford plus. deuxième langue. Ah oui. Une question, là c'est pour RD là. Sur quelle terre se déroule Marvel Zombie? Sur la terre numéro combien? Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs terres. 828. Non, beaucoup plus. 2000, 2000 et quelques. 2100, Non. Non, 40. Non, j'ai pas. 2149. Ah ouais, non, Ah, absolument non. pas. Là, pour le coup. C'est la terre, donc c'est la terre Marvel Zombie. Avant-dernière question, quel célèbre film d'horreur a été parodié dans un comics de Deadpool? Halloween. Vendredi 13. Non. Mmh. Carrie. Romero. Romero, évidemment. La nuit des morts vivants. Eh oui. La nuit des morts vivants, exactement. Et on termine avec cette question. Puisqu'on parle de la nuit des morts vivants, Transition. quel jour démarre l'action de cette adaptation en bande dessinée? Halloween. La veille. Toussaint. La veille. Ah, la veille. La d'Halloween. veille d'Halloween, on note la passe décisive de RD. C'est Jet. Et c'est C'est Jérémy Eh oui. qui gagne Félicitations. haut la main. Ah. C'est très bien. Tu fais dans l'horrifique avec Eh ouais. talent. Eh bien, messieurs, encore une très bonne émission Bah oui. en votre compagnie. Discuter. Ouais, on a même dit des choses intelligentes. Peut-être. Ah bon? Oui, pas sûr. Regarde le replay quand même, on sait ouais, jamais. Ouais, non, 2-3 fois. Voilà. J'ai vu des trucs. Tu mettrais des highlights. tu Le mets best-of de l'émission. entre guillemets avec la phrase et tout. Et on coupera l'histoire de l'annulaire, par contre. Ouais, voilà, comme ça. Ouais, voilà, mais c'est bon. ça sera mieux. Bon, merci à vous, chers Merci. auditeurs et auditrices. On se retrouve donc les 1er et 4e samedis de 11 à midi. Voilà, pour une heure de folie, comme dirait oui, l'autre. Vous pouvez nous retrouver sur le site de radio-active.net.
Juste d'ailleurs un petit mot, vous avez peut-être vu passer avec les projets de budget, les radios associatives sont en danger. Oui. Bon, il y aura un petit décalage du fait de la diffusion de ça, mais ça restera surtout valable. On a besoin de votre aide, n'hésitez pas, vous pouvez faire des dons, c'est défiscalisé à 66%. Voilà. Si vous aimez Radioactive autant que nous, n'hésitez pas, si vous pouvez aider, et on en sera ravis. Sur ce, messieurs, passez une bonne fin de week-end, et je vous dis à la prochaine. À bientôt, Salut. ciao.